dit. La pétition contre la loi du plomb affole les compteurs. Elle a largement dépassé le million de signatures en une dizaine de jours. Elle demande l'abrogation du texte assimilé, je cite, à une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire. Gérard Bernheim est apiculteur, il fait partie des signataires. Le gouvernement ne pourra pas ignorer qu'il y a une réaction populaire à ce texte. Au centre de la contestation, la réautorisation de l'acétamipride, un insecticide jusqu'ici permis partout en Europe, sauf en France. Une année, j'ai perdu toutes mes ruches. À cause de quoi? À cause des traitements agricoles. Mise à l'index par des médecins et des défenseurs de l'environnement pour sa dangerosité présumée, ce pesticide ravive en tout cas le débat démocratique en France. Parce qu'elle a dépassé les 500 000 signatures, la pétition peut déboucher désormais sur un nouveau débat à l'Assemblée. Entendre ce que nous disent les Français, il y aura un débat à l'Assemblée autour de cette pétition, mais ce débat ne remettra pas en cause, ne peut pas remettre en cause le texte qui vient d'être voté. Ne pas revenir sur le texte voté. Laurent Dartois y compte bien. Cet éleveur de porcs dans les Côtes-d'Armor confie son incompréhension face au succès de cette pétition. Si moi on me demande, il y a la fermeture d'un hôpital demain, etc., je ne vais pas me prononcer, je ne vais pas signer parce que je ne suis pas compétent pour connaître les tenants et les aboutissants de ça. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de Français ont des avis sur tout et ne connaissent pas le sujet. Alors, que sait-on des risques de ce néonicotinoïde sur notre santé? Et cette pétition peut-elle encore changer la donne? Les citoyens sont-ils en train de se réapproprier le débat politique? Voilà, et pour en parler ce soir, nous recevons Véronique Le Floch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la coordination rurale, vous êtes également, bien sûr, éleveuse laitière en bio dans le Finistère. Et vous vous dites que la démocratie participative n'a pas forcément une légitimité, mais vous demandez à ce que les citoyens se prononcent sur la dépendance de la France aux importations. À vos côtés, Philippe Grandcola, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écologue, directeur de recherche au CNRS. Votre livre Fake or Not, biodiversité, est paru en novembre 2024 aux éditions Tana. Pour vous, le pesticide prévu par la loi du plomb est le produit le moins toxique de tous les produits toxiques, mais autant choisir, dites-vous, entre la peste et le choléra. Très peu d'études ont été faites car cela coûte cher et pourtant les premiers résultats étaient alarmants, notamment pour la santé des enfants. Et puis Marie Bellan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste aux Échos en charge des sujets environnement et climat. Selon vous, il est difficile pour l'agriculture française de se passer des pesticides parce que les solutions alternatives qui existent, dites-vous, sont coûteuses et compliquées à mettre en place. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, et le mot du jour. Alors, c'est très précisément un acronyme, Jean-Mathieu. EFSA pour European Food Safety Authority, ou l'Autorité européenne de sécurité des aliments. En bon français, c'est l'agence qui fournit à la Commission européenne des données scientifiques sur les risques liés à l'alimentation. Et dans son dernier rapport rendu en mai 2024, eh bien, l'institution recommandait de réduire drastiquement l'utilisation de l'acétamipride. L'agence préconisait même de diviser par 5 les seuils actuellement autorisés en Europe. D'ailleurs, les nouveaux seuils seront imposés partout, qui seront imposés partout dans l'Union européenne dès le 19 août prochain. Mais malgré cela, l'acétamipride reste autorisé partout sur le territoire européen jusqu'en 2033, sauf en France, on l'aura compris, et il serait le moins toxique des néonicotinoïdes, si l'on en croit l'EFSA. L'acétamipride serait 1000 fois moins toxique pour les abeilles. Je me tourne vers vous, Philippe Grandcola, vous, le chercheur au CNRS. On n'y comprend plus rien. Il est dangereux ou pas, cet acétamipride, pour l'environnement? Alors effectivement, l'acétamipride, c'est un néonicotinoïde. Ce sont des molécules qui sont 1000 à 10 000 fois plus toxiques que leurs devancières d'il y a quelques décennies. Donc ce sont des molécules qui sont extrêmement toxiques et qui sont efficaces à des doses extraordinairement faibles, ce qui veut dire que s'il en reste des traces dans l'environnement, elles vont continuer à nuire à l'ensemble du vivant, en particulier aux insectes, bien sûr, qui sont ciblés. Néanmoins, pour ce qui concerne l'acétamipride, on est placé aussi devant une circonstance qui est particulière. C'est l'avis des agences réglementaires qui se basent sur les connaissances scientifiques, mais avec un cadre réglementaire qui ne leur permet pas toujours de prendre en compte l'ensemble des connaissances qui sont disponibles et puis de prendre aussi en compte finalement la prospective que l'on pourrait avoir, notamment sur des questions de toxicité chronique. Ces agences se basent sur des tests qui regardent quelle dose il faut pour arriver à tuer, par exemple, la moitié des abeilles qu'on aurait dans un élevage. C'est un peu comme si on faisait sur un humain un test où on essayait de voir jusqu'à combien de bouteilles d'un alcool fort on aurait besoin pour le faire tomber raide mort. Il est bien évident que ça n'a rien à voir avec le fait, par exemple, d'estimer, d'évaluer le danger d'une consommation d'alcool
assez exagérée que l'on aurait en tant qu'humain pendant plusieurs décennies. Donc ce problème de toxicité chronique aujourd'hui, il est sous-estimé, y compris aussi les effets cocktails avec par exemple des fongicides qui restent aussi à l'état de trace dans l'environnement. Oui, pour prémunir des champignons. Véronique Lefleur, quand vous écoutez le chercheur au CNRS qui est assis juste à côté de vous, ça ne vous inquiète pas ? Eh bien, écoutez, on sait qu'il y a parmi ces néonicotinoïdes, il y en a 5. 4 sont extrêmement dangereux. Et on le reconnaît, tout le monde le reconnaît. L'acétamipride, c'est ce que vous avez dit, 1000 fois moins toxique pour les abeilles. On va même jusqu'à 4000 fois moins toxique si l'on se fie aux études faites par l'EFSA et d'autres organismes. Donc, on regarde, comme l'a dit Philippe Grandcola, la dose létale pour faire disparaître la moitié d'une population d'abeilles. Et c'est là qu'on se rend compte que, justement, on obtient ces résultats. Nous, agriculteurs, nous ne sommes pas des scientifiques, mais ce que nous l'utilisons parce qu'ils sont en général autorisés. Et ce que l'on ne peut pas comprendre, c'est que pour nous, ils ne seraient pas autorisés alors qu'ils le seraient ailleurs. Et surtout que nous, par exemple, pour la betterave, le néonicotinoïde, l'acétamipride, est utilisé en enrobage de semences. Et la betterave, ce n'est pas une plante qui fait des fleurs. Donc c'est là qu'on aimerait avoir justement la compréhension de la part de tous les citoyens, parce que nous, agriculteurs, nous ne sommes ni des dealers, ni... on n'utilise pas de l'argent sale, on ne fait pas de l'argent sale, mais tout ça, à un moment, on a l'impression vraiment d'être les victimes. Alors, un mot tout de même, Marie Bellan, justement, si on prend un peu de recul, on a l'impression que dans ce genre, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on parle de néonicotinoïdes ni de pesticides, mais on a l'impression qu'il y a toujours plein d'études qui s'affrontent. Il n'y a pas de normes comme le tabac. L'alcool, le tabac, on dit, c'est mauvais, il ne faut pas fumer, il faut boire un verre, pas plus que ça. Pourquoi, là, dans ce domaine-là, il y a tellement d'études qui s'affrontent et il n'y a pas de normes? Alors, cela dit, je fais une parenthèse sur le tabac. Il y a eu longtemps ces discussions quand même dans des décennies précédentes. C'était à peu près les mêmes débats, d'ailleurs. C'est ça, voilà, oui. C'est ça qui est intéressant. Non, c'est vrai qu'il y a effectivement des études qui doivent être peut-être complétées, qui sont très coûteuses, surtout quand on doit les faire à une grande échelle. Après, moi, j'entends aussi l'argument de dire, c'est pas une substance aussi toxique que l'autre, elle l'est quand même. Donc, et peut-être que le défaut quand même de cette loi, si on doit en parler spécifiquement, puisque la pétition c'est sur cette loi, c'est que finalement, le texte tel qu'il est écrit, il n'encadre pas très bien non plus quand même cet usage dérogatoire. Il n'y a pas tellement de durée limitée, il y a une clause de revoyure dans 3 ans, mais bon, on ne sait pas trop, on ne sait pas quel type de culture. Et vous parliez de l'EFSA, elle autorise l'acétamipride jusqu'en 2033, mais c'est pas open bar. Enfin, je veux dire, c'est avec des doses bien précises. Et des seuils. Voilà. Donc, je veux dire, il faut quand même garder à l'esprit que ces substances, même s'il y a des degrés de dangerosité entre les différentes molécules, elles restent quand même dangereuses. Donc on ne peut pas dire qu'on peut les utiliser sans avoir à l'esprit qu'il y a des répercussions quand même sur la biodiversité. On va voir juste avant, pourquoi, justement, pour bien comprendre ce débat, pourquoi il y a des gros enjeux autour de la betterave sucrière avec vous. Julia, il y a un réel enjeu économique, pourquoi ça alors? Alors parce que la betterave n'est pas juste cultivée pour finir dans des jolies assiettes d'été. La betterave dont on parle ici, elle n'est pas rouge, mais elle est blanche. Elle sert surtout à produire du sucre, mais aussi du bioéthanol avec ses racines, on voit, qui sont transformées. Les champs de betteraves sucrières se trouvent principalement dans le nord et l'est de la France. Et la filière de la betterave, c'est 23 000 agriculteurs, 400 000 hectares et 70 000 emplois indirects. Résultat, la France est le premier pays producteur européen de sucre et de bioéthanol. La betterave est donc un pilier de l'agriculture française, mais le secteur, depuis quelques années, se sent de plus en plus menacé. Pourquoi ? Parce qu'il y a la jaunisse, cette maladie, ce virus qui est transmis par des pucerons verts et qui s'attaque aux betteraves, notamment à leurs feuilles. Il y a 4 jours, la Confédération générale des planteurs de betteraves a alerté sur le retour des symptômes de la jaunisse dans plusieurs régions. Des symptômes qui, je cite dans le communiqué, font redouter le pire aux betteraviers. C'est pour ça que la filière des betteraviers attend fébrilement le retour donc des néonicotinoïdes. Philippe Grandcola, est-ce qu'on n'assiste pas en ce moment même à des enjeux économiques qui priment finalement sur le sanitaire ? Alors, si je vous disais aujourd'hui, le BTP réclame la réintroduction de l'amiante comme un isolant thermique dans les maisons, est-ce qu'on n'arrive pas à faire sans économiquement? Est-ce que vous diriez oui, on va le faire? Là, on a le même souci avec l'acétamipride, les néonicotinoïdes. Encore une fois, sur une échelle de toxicité, l'acétamipride est moins toxique que certains autres, mais est extrêmement toxique à de très faibles doses et va mettre en péril la production d'autres productions agricoles qui sont basées sur la pollinisation, ce qui n'est pas le cas de la betterave. Je veux
veux rectifier aussi plusieurs choses qui sont inexactes. L'EFSA ne fait pas d'études, l'EFSA collecte des études qui sont faites selon certains protocoles. Et donc, elle dépend quelque part de l'état des connaissances. Et si l'état des connaissances n'est pas suffisant, elle peut produire des autorisations qui ne sont pas très correctes, ce qui est le cas actuellement. Et troisième chose, l'acétamipride n'est pas limité à la parcelle de traitement, et il y en a beaucoup. Il y a 23 000 exploitations qui font de la betterave à sucre en France. Donc, ça fait beaucoup de parcelles avec beaucoup de pollution possible. L'acétamipride, en fait, est en solution dans l'eau et on l'a même retrouvé dans l'eau de pluie au Japon. Donc c'est un produit qui reste pendant des dizaines de jours dans le milieu naturel, qui va finalement permettre une exposition importante à un polluant qui est particulièrement toxique pour les insectes, qui est nocif pour la production agricole dépendant des pollinisateurs. Et puis on va le voir peut-être pour la santé humaine, il y a des présomptions de risque qui sont très importantes. On sort de l'Europe, vous parliez du Japon à l'instant, c'est-à-dire que dans le cycle de l'eau, on va le voir sur cet écran, les résidus en fait d'acétamipride peuvent se retrouver finalement dans les nuages et retomber en précipitation. Qu'est-ce que vous répondez à cette étude et au fait que l'acétamipride, des néonicotinoïdes peuvent se retrouver sur des insectes dans les champs, peu importe où ils ont été diffusés? Alors, je reviendrai déjà sur les producteurs de betteraves, juste pour dire que oui, ils sont peut-être 23 000 producteurs en France, mais c'est uniquement 1,4% de la surface agricole utile. L'acétamipride est moins nocif que les autres néonicotinoïdes, on l'a dit, mais aujourd'hui, en substitut, nos agriculteurs, qui, s'ils n'ont pas de traitement, perdent jusqu'à 40-50% de leur récolte, ont des alternatives qui consistent à pulvériser, et avec des passages qui sont en nombre de 2, 3, 4, tous les 15 jours. Donc, est-ce que cette solution a des résultats? C'est cette évolution, mais on n'avance pas si vite que ça, puisque des moyens ont été mis en place, mais est-ce que 20 millions d'euros qui ont été mis sur la table avec Marc Fesneau ont été suffisants? On a l'impression que les agriculteurs attendent, ils voudraient faire autrement, mais... Donc vous nous dites que les agriculteurs sont prêts à faire autrement, qu'il existe des solutions alternatives, mais que là, pour l'instant, c'est l'État qui ne le souhaite pas. En fait, ce n'est pas l'État qui ne le souhaite pas, c'est que nous, on prend ce qui nous vient, les solutions telles qu'elles nous viennent. Ça fait 20 ans que l'on sait, depuis la loi sur la reconquête pour la biodiversité, que les néonicotinoïdes, tous, y compris l'acétamipride, posent problème, qu'on les a interdits pour partie, et puis réautorisés de manière dérogatoire. Ça fait 20 ans que la filière sucre, on lui dit qu'elle va devoir s'adapter. L'ANSES a publié plusieurs études encore en 2018 et en 2021 qui expliquaient toutes les alternatives disponibles et possibles. Les pertes de rendement sur la betterave ne sont pas liées au virus qui cycle dans les parcelles sans assolement en reprenant d'une plante et d'une génération à l'autre. Là, la jaunisse est un problème qui est lié à un type de culture qui pose souci. Alors Marie Bellan, on assiste quand même à une mobilisation en quelque sorte de la communauté scientifique. Il y a eu cette lettre ouverte de 1000 chercheurs contre la loi du plomb, une menace de démission du président de l'ANSES, une prise de parole aussi de la Ligue contre le cancer. C'est assez rare pour le souligner. Certains scientifiques affirment que ça crée des problèmes, notamment chez le fœtus, des problèmes de neurodéveloppement. En fait, concrètement, quels sont les risques pour les êtres humains? Et puis, qu'est-ce que ça dit, cette mobilisation du corps scientifique? Alors, peut-être que sur les risques sur la santé humaine, Philippe Grandcois sera mieux placé que moi, parce que c'est lui l'expert, je ne suis pas scientifique. Mais c'est vrai qu'ici, il y a des soupçons de risques sur la santé humaine, il faut les entendre. Et c'est vrai qu'il y a eu cette grande mobilisation, à la fois de collectifs contre le cancer. Et je pense que c'est ça qui explique aussi un des succès de cette pétition, c'est qu'en fait, ça touche des sujets du quotidien pour les gens. Et en fait, c'est leur santé, l'eau potable, parce qu'on a beaucoup entendu effectivement les captages d'eau qui sont pollués par les pesticides, par les nitrates. Je ne parle pas spécifiquement d'acétamipride ici, mais il y a quand même en France plus de 4000, je crois, captages d'eau qui ont été fermés ces dernières années parce qu'ils sont pollués par des pesticides et des nitrates. Et ça, les gens l'entendent. Et récemment, alors je fais un parallèle, mais ce ne sont pas des pesticides, donc je ne fais pas d'amalgame, mais ça a dû marquer les esprits. Vous avez dû voir que dans certaines communes du Grand Est, l'eau potable a été coupée parce qu'elle est polluée par des PFAS notamment. Alors, ce ne sont pas des pesticides, je le répète, mais c'est quand même de la pollution. Et je pense que ça a joué aussi sur l'inconscient collectif pour dire, finalement, ces sujets de polluants, de toxiques, ça joue sur l'eau du robinet. Enfin, quand on coupe l'eau du robinet dans une commune, je pense que ça doit faire un choc quand même. Très concret, on a fait quelque chose de très concret. Allez, on va aller faire un petit tour, justement, du côté de notre étagère à archives, justement, pour mieux comprendre que ce débat n'est pas nouveau. On va remonter jusqu'en 2019. Aux États-Unis, l'affaire Johnson contre Monsanto secoue l'opinion, car pour la première fois, un lien est fait entre l'utilisation d'un herbicide et un cas de cancer. Et c'est un jugement qui a fait date.
Lorsqu'on regardait leur publicité à la télévision, on avait l'impression qu'il n'y avait absolument aucun risque. Aucune mention non plus sur les étiquettes de ce produit phare de la marque Monsanto à base de glyphosate. Dwayne Johnson l'a également massivement utilisé, jusqu'à 500 litres par jour, aspergé dans les écoles dont s'occupait ce jardinier californien. Résultat, un lymphome et un cancer de la peau qui ronge tout son corps. Ça, c'est supportable. Mais ça finira par me tuer. Il a été le premier à faire plier Monsanto. En août 2018, la firme a été condamnée à lui verser 289 millions de dollars. Voilà, Véronique Le Floch, on le voit sur ce genre d'inquiétude et ce genre de cas très concret. Ça veut dire que, est-ce qu'on ne doit pas appliquer tout simplement le principe de précaution pour ce néonicotinoïde si particulier et qui aujourd'hui mobilise les Français? Je rappellerai quand même, plus d'1 million de personnes ont signé une pétition. Alors, je suis étonnée que l'on n'ait pas évalué les cas de cancer chez les agriculteurs utilisateurs de ce produit et de voir si leurs enfants, eux aussi, étaient atteints de quelconque maladie que ce soit. Juste, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais... Parmi les néonicotinoïdes, il y en a un qui est bien plus dangereux, et on en a parlé, et qui se retrouve dans les colliers antipuces pour les chiens. Et là, on ne l'interdit pas. Mais en quantité infinitésimale, vous le savez, c'est en dose homéopathique, quoi. Non, mais je crois que la concentration est jusqu'à des milliers de fois supérieure. C'est effectivement un problème, hein, c'est qu'on a dans les biocides domestiques des produits tout aussi toxiques que ceux qu'on voudrait mettre en plein champ et qui devraient être interdits. Mais malheureusement, ce n'est pas parce qu'on les autorise de manière absurde dans un habitat domestique et qu'on les retrouve après dans le liquide céphalorachidien des enfants, par exemple, hein, qu'on doit l'autoriser en plein champ. Mais effectivement, c'est un problème d'utiliser des biocides de ce type. Alors, Marie-Bélan, je le disais, justement, une pétition avec 1 million de signatures, c'est du jamais vu pour l'instant. Un débat donc, devrait s'ouvrir sans vote au mois de septembre prochain à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça va changer, à votre avis, sur la manière dont on perçoit justement ces problèmes ? Désormais. Alors, déjà, ce que ça va changer peut-être sur le point législatif, c'est sûrement pas grand-chose à ce stade, parce qu'une pétition, c'est pas la même chose que le référendum d'initiative populaire qu'on connaît aussi. Ça n'a pas les mêmes conséquences. Là, ça sera au mieux un débat. Après, on peut espérer quand même que même si juridiquement ça n'a pas une portée incroyable, médiatiquement et politiquement ça a du poids. Et c'est vrai qu'on voit mal comment le président de la République peut-être pourrait décider de ne pas promulguer la loi ou d'exiger une nouvelle délibération sur cette loi, sachant qu'il y a effectivement plus d'1 million de personnes qui l'ont signée en quelques jours. Et ce que je trouve remarquable, c'est que c'est pas une pétition qui a été initiée par des ONG militantes ou enfin la jeune fille qui a initié cette... On ne sait pas très bien, enfin elle a 23 ans, elle se réclame d'aucun parti, mais c'est vrai que c'est pas les modèles de contestation habituels, même si les réseaux sociaux et la viralité des réseaux sociaux jouent beaucoup quand même sur la popularité de cette pétition, c'est sûr. Mais enfin je trouve ça intéressant parce que c'est la société civile vraiment là qui s'est engagée et on avait un peu l'impression que c'était fini cette époque où il y avait des marches pour le climat, c'était en 2019, des étudiants, des lycéens, tout ça on le voyait quand même plus trop depuis la crise énergétique, la guerre en Ukraine. Donc là, on se dit, est-ce que ce mouvement est en train de reprendre ou pas? Est-ce que c'est bon signe ou pas? Je n'en sais rien. J'observe juste qu'il y a quand même quelque chose de nouveau par rapport au militantisme écologique traditionnel. En tout cas, pour le porte-parole du Rassemblement national et député de Lyon, Julien Audoul, qui a voté la loi du plomb le 8 juillet dernier, eh bien, cette pétition dont vous parliez, signée par plus d'1 million de personnes, ne serait que des informations manipulées par la gauche. Écoutez-le. Aujourd'hui, cette pétition, elle est orchestrée, elle est savamment instrumentalisée par les réseaux d'extrême gauche, LFI et Verts principalement, qui veulent s'en prendre à nos agriculteurs, qui considèrent que la concurrence déloyale qui les frappe est insignifiante. On est en train de se tirer une balle dans le pied avec des surtranspositions de normes qui ne sont pas agréées dans les pays de l'Union européenne, de produits que l'on fait venir chez nous. Donc, mais Julien, il faut savoir ce qu'on fait. Véronique Le Floch, est-ce qu'on peut vraiment parler de manipulation quand on sait qu'il y a plus d'1 million de personnes qui ont signé cette pétition, répartie un peu sur tout le territoire? Alors, ce qui serait intéressant de connaître, c'est les connaissances de ce million de signataires. Quelles connaissances exactes ils ont du sujet? Est-ce qu'ils l'ont étudié en profondeur? Est-ce qu'ils ont les tenants et les aboutissants? Est-ce qu'ils savent qu'il n'y a pas de fleurs sur une betterave? Est-ce qu'ils savent que 90% des noisettes sont importées? Est-ce qu'ils ont conscience
pense que, justement, a tué l'agriculture française, même si on aimerait avoir des alternatives et on attend que ça. Est-ce qu'ils savent que demain, tous ces produits se retrouvent quand même dans leur assiette parce ils ont été utilisés pour la production des produits importés? Oui, la betterave, effectivement, c'est une racine qu'on récolte avant la fleur. Le problème, c'est que tous les produits qu'on met autour des graines ou qu'on pulvérise dessus, en fait, se retrouvent dans les parcelles adjacentes, tout simplement parce qu'ils sont solubles dans l'eau. Donc le fait que la betterave ne fleurisse pas, ou en tout cas qu'on la récolte avant la fleur, n'est pas, en fait, malheureusement, un argument pour traiter les champs de betterave. Sur la question des pétitions, moi, je trouve que c'est intéressant, effectivement, de voir cette dynamique. Je n'irai pas discuter de l'expertise des gens qui ont signé cette pétition, pas plus que j'irai discuter de l'expertise du sénateur Duplon, par exemple, par rapport à des questions scientifiques. Je pense que là, on est dans un autre domaine, on est dans un domaine d'expression publique, et moi, je souhaite simplement, en tant que scientifique, que la connaissance scientifique, même en deçà des agences réglementaires qui ont quelquefois des difficultés réglementaires pour la prendre en cause, puisse être prise en compte dans les décisions des autorités. Alors Marie Bellan, il y a la pétition qu'on vient de voir, un gros succès, mais il y aura donc le 18 août prochain, au plus tard, d'ailleurs, l'avis du Conseil constitutionnel sur cette loi. Là, il y a des chances tout simplement qu'elle puisse être retoquée. Ouais, ce sera vraisemblablement un petit peu plus tôt, je pense, que le 18 août. D'accord, c'est ça, j'ai l'impression. Mais non, effectivement, il y a donc un recours qui a été fait par des parlementaires, à la fois sénateurs de gauche et écologistes, et puis aussi à l'Assemblée par les députés, sur cette loi auprès du Conseil constitutionnel, sur notamment deux principes, le principe de non-régression environnementale et le principe de précaution. Alors bon, on ne sait pas encore ce que le Conseil... Je ne sais pas si le Conseil constitutionnel va être influencé par cette pétition. Il ne devrait pas l'être. Ce n'est pas une décision politique, c'est une décision en droit. Mais c'est vrai que les choses se regardent, parce qu'il y a effectivement ce principe quasi dans la Charte de l'environnement, dont on fête d'ailleurs les 20 ans cette année. Alors, je ne sais pas si ça va aussi s'influencer, mais il y a quand même un peu une charge de l'histoire. Mais voilà, le Conseil constitutionnel va se prononcer vraisemblablement la semaine prochaine pour dire si oui ou non ces articles... Alors, il peut censurer une partie des articles, il peut demander simplement des précisions, mais il faut quand même avoir en tête que c'est une proposition de loi. Elle n'est donc pas passée par le Conseil d'État avant d'être examinée par les assemblées. Une chose, Véronique Le Floch, excusez-moi, mais rapidement, si jamais cette loi ne passe pas, est retoquée, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des mobilisations comme nous avions eu en janvier 2024 ? Eh bien, c'est une condamnation, ou ça serait une condamnation de plus des agriculteurs qui ont vu dans cette semi-dérogation ou réintroduction de l'acétamipride pour 3 ans, ils voyaient un peu d'espoir par rapport à leurs concurrents qui sont italiens, qui sont espagnols. Juste dire encore quand même que avec l'arrêté pollinisateur, on ne traite pas au moment où les abeilles sont de sortie. Et le produit disparaît par miracle d'ici le lendemain. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu en débattre ce soir sur le plateau de 28 minutes.